Octobre 1898, Palestine. Le souverain de la première puissance mondiale de l'époque, Guillaume II, empereur d'Allemagne, se rend au Moyen-Orient dans l'objectif de nouer des relations avec la grande puissance de la région à cette époque, l'Empire turc des Ottomans. La Grande Porte, c'est ainsi que l'on surnomme l'État ottoman du fait de sa situation à cheval entre l'Europe et l'Asie, domine alors les différents peuples arabes de la Mésopotamie, c'est-à-dire de l'Irak, jusqu'au Hedjaz, comprenant les villes saintes de l'islam, de la Mecque et de Médine, en passant par la Grande Syrie et bien sûr la Palestine. Guillaume II passera par Damas, où il se rend sur la tombe de Salah ad-Din, connu en Europe sous le nom de Saladin. C'est un Kurde de la dynastie des Ayyoubides, ayant régné principalement sur l'Égypte et la Syrie à l'époque des croisades de Philippe II Auguste de France, Richard Ier Cœur de Lion d'Angleterre et de Frédéric II de Hohenstaufen dit Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique. Saladin combattit et réussit à vaincre les armées européennes des croisés et se montra particulièrement ouvert d'esprit en accordant aux chrétiens le droit de pèlerinage en Terre Sainte à Jérusalem. Quoi de mieux comme lien entre l'Occident européen et les Arabes que de se rendre sur la tombe de ce héros de l'islam et du monde arabe pour un souverain allemand comme Guillaume II qui tient à s'adjoindre l'amitié des populations du Moyen-Orient face aux ambitions des Français et des Anglais dans la région. Une région qui va prendre une importance capitale en ce début du XXe siècle avec la découverte d'immenses gisements de pétrole, en particulier en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak actuel. À la veille de la Grande Guerre, des diplomates allemands comme le baron Max von Oppenheim, chef du service de renseignement en Orient de la Wilhelmstrasse, c'est-à-dire l'équivalent du Quai d'Orsay, ou du Foreign Office, ce diplomate songe déjà à utiliser la guerre sainte de l'islam à des fins militaires globales. Le projet de contrecarrer les ambitions coloniales des Franco-Britanniques au Moyen-Orient est approuvé par l'empereur allemand dès 1914. Les populations arabes sont assurées que le Reich allemand n'a aucune visée politique sur les territoires du Levant, c'est-à-dire de la région. Durant l'entre-deux-guerres, et en particulier avec l'arrivée au pouvoir des nazis et d'Adolf Hitler en 1933, les ennemis ne sont plus seulement les Franco-Britanniques, mais un nouvel ennemi commun qui s'installe en masse dans la région, les Juifs. Le succès de la propagande allemande dans la région s'explique en grande partie par les contacts des dirigeants du Troisième Reich avec un personnage controversé et qui va prendre une importance considérable au Moyen-Orient durant cette période troublée, le grand moufti de Jérusalem, Amin el-Husseini. D'abord simple leader religieux issu d'une grande famille arabe de Palestine qui se dit descendre du prophète Mahomet, il va, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, se mettre au service du Troisième Reich et finira sa vie dans une lutte acharnée pour une Palestine entièrement arabe. En 1893 ou 1895, les sources restent imprécises, dans la province de Judée en Palestine, il naît dans la ville sainte de Jérusalem, alors dominée par les Turcs ottomans. Les Husseini sont une famille riche et puissante qui détient un pouvoir important sur la région. Son grand-père a obtenu la dignité de grand moufti peu de temps après sa naissance. Ce titre de grand moufti correspond dans le monde ottoman sunnite à la plus haute autorité religieuse. Chez les chiites, principalement présents en Iran, c'est-à-dire en Perse, et en Irak, ce titre correspond à celui de Mollah, qui est un érudit, donc un grand connaisseur des Écritures saintes et du Coran. Il peut également faire acte de justice dans certains cas précis. Amin al-Husseini fait des études à l'école coranique, puis à l'école anglaise, et poursuit sa formation à l'université du Caire, en Égypte. Héritier de sa famille, il passe déjà auprès des siens pour un nationaliste intransigeant
qui décide de s'opposer à un adversaire de taille, la première puissance mondiale, à savoir l'Empire britannique. Dès le début de la Première Guerre mondiale, il s'enrôle dans l'armée turque afin d'affronter les armées alliées. En 1915, il organise des révoltes à Jaffa et à Naplouse en Palestine et est alors arrêté et condamné à 10 ans de travaux forcés. Il s'évade alors en Transjordanie, la Jordanie actuelle, et y continue la lutte contre la présence britannique. Les Anglais ont, selon lui, trahi la promesse faite aux Arabes par le colonel Lawrence, connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Et comble de la trahison pour Husseini, ceci favorise l'arrivée en Terre Sainte d'immigrants juifs après la déclaration du secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique, Lord Balfour, dite Déclaration Balfour, qui prévoit dès 1917 l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, autrement dit un peuplement de la région par les Juifs. En effet, la Palestine, qu'on qualifiait alors de mandataire, est un territoire administré par les Anglais depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ce territoire a été confié par la Société des Nations, la SDN, ancêtre de l'ONU, aux puissances coloniales victorieuses que sont alors la Grande-Bretagne et la France, sous la forme d'un mandat britannique, c'est-à-dire une tutelle. Des négociations secrètes avaient été réalisées durant la Grande Guerre entre la France et le Royaume-Uni afin de dépecer l'Empire ottoman une fois la victoire acquise et d'exploiter les toutes nouvelles et colossales ressources pétrolières découvertes depuis peu en Mésopotamie. Connu sous le nom de traité de Sykes-Picot, du nom des deux diplomates anglais et français ayant mené les pourparlers, Mark Sykes et François-Georges Picot, cet accord secret partageait littéralement le Moyen-Orient et oubliait complètement les promesses faites aux Arabes de la création d'un grand royaume arabe couvrant la région, promesses faites en échange de la contribution militaire à la guerre des tribus contre les Ottomans. La Palestine était censée permettre aux Anglais d'acheminer via des oléoducs le pétrole d'Irak à travers la Jordanie ou Transjordanie, nom lié au fleuve du Jourdain, jusqu'aux rives de la Méditerranée, principalement par le grand port d'Haïfa, route la plus courte vers l'Europe et les îles britanniques. De leur côté, les Français prenaient la Grande Syrie, bientôt divisée en Syrie et Liban mandataires, et mettaient eux aussi en place l'exploitation des ressources en pétrole du croissant fertile. Malgré son séjour en prison et son incarcération, Amin al-Husseini est pourtant choisi, en 1921, par le haut-commissaire britannique en Palestine, Herbert Samuel, comme grand moufti. Ce titre lui confère un réel pouvoir politique et spirituel dans la région. Un an plus tard, il préside le Conseil musulman et participe en 1931 au Congrès pan-islamique à Jérusalem. Il devient ainsi le chef de l'exécutif islamique international et il est à cette date le leader le plus connu des nationalistes musulmans et a une autorité morale qui dépasse celle de son pays d'origine. Au début des années 1930, la situation a évolué en Palestine. La minorité juive, qui représentait 18% de la population en 1931, est passée à 29,9% en décembre 1935, en grande partie du fait de l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne et des premières persécutions. Les Arabes réagissent très vite face à ces arrivées massives. Dès 1920 et 1921, on assiste aux premières émeutes. En 1929, après une série d'échauffourées entre Juifs et Arabes au mur des Lamentations, les musulmans massacrent 135 Juifs. Les Britanniques feront autant de victimes chez les Arabes. Le grand moufti ne veut pourtant pas un soulèvement des masses arabes illettrées. Il voyage alors dans le monde musulman et cherche des appuis à l'étranger. Il souhaite au départ obtenir l'aide de l'Internationale communiste, mais son projet tourne court
la plupart des chefs communistes étant en Palestine juifs. Il se tourne alors vers les régimes totalitaires, italiens puis allemands. En tant que président du Haut Comité arabe, il lance, en 1936, l'appel à la révolte et à la grève générale en Palestine. Cela se traduit sur le terrain par des attentats individuels, anti-britanniques et anti-juifs. Le grand moufti, mis en cause à juste titre et débordé par la base de ses soutiens, se réfugie pendant 3 mois à la mosquée d'Omar, à Jérusalem. Les Anglais n'osent pas violer ce lieu saint. Il réussit donc à s'échapper et se rend en 1937 au Liban, où il vit près de Jounieh. Il y est toléré par les autorités françaises, satisfaites de jouer ce tour aux Anglais. Martel, le haut-commissaire français, l'assigne à résidence forcée et le place sous la surveillance discrète d'un agent de la sûreté. Il est entretenu par le premier ministre du royaume irakien, Rachid Ali al-Jilani. Durant son exil au Liban, le grand moufti a des contacts avec les Allemands. Il rencontre entre autres le consul général d'Allemagne à Jérusalem, Walter Döhl, en juillet 1937 et sollicite l'aide de son pays. Il envoie la même année à Berlin ses hommes de confiance, le leader palestinien Moussa el-Alami, puis un Syrien membre du Club arabe de Damas, le docteur Saïd el-Fattah Imama, ancien étudiant en Allemagne. Ils sont chargés de rencontrer des membres de la Wilhelmstrasse, notamment le spécialiste du Moyen-Orient, Otto von Entisch, le secrétaire d'État Ernst von Weizsäcker et des membres du parti nazi. Amin el-Husseini va, par l'intermédiaire de ses lieutenants, prendre contact avec le principal représentant des affaires étrangères allemand au Proche-Orient, l'Auswärtiges Amt, l'ambassadeur en Irak, Fritz Groba. Ce dernier, tout comme Otto von Entisch, parle l'arabe et disait d'ailleurs dans ses mémoires que chaque bédouin du désert est persuadé que l'allemand est un ami des Arabes. Les deux diplomates connaissent très bien le Moyen-Orient, où ils s'étaient rendus et avaient séjourné à maintes reprises depuis 1914. Agents des services de renseignement, ils envisagent de faire de l'Irak, fort de ses immenses ressources pétrolières, un État indépendant favorable au Troisième Reich. Groba y a noué des relations personnelles dans les milieux politiques et militaires. De là, il développe une active propagande pro-nazie dans tout le Proche-Orient et soutient des organisations de jeunesse fondées sur les principes nazis. Von Entisch, en revanche, ne croit pas à la possibilité d'affronter la Grande-Bretagne sur son terrain en Palestine et une alliance avec le Grand Moufti lui semble dénuée d'intérêt. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par la Wilhelmstrasse, c'est-à-dire les affaires étrangères allemandes, qui hésite à s'engager ouvertement vis-à-vis des nationalistes arabes, car cela risque de détériorer les relations avec la Grande-Bretagne. Tel n'est en revanche pas l'avis du chef de l'Abwehr, les services de renseignement ou services secrets allemands, l'amiral Canaris, qui se déplace spécialement à Beyrouth sous une fausse identité avec le major Helmut Grosskurs, un officier d'élite des services. Les entretiens avec le grand moufti, en français et en anglais, n'aboutissent à rien de concret. Mais Amin el-Husseini impressionne Canaris. Il juge le moufti intelligent et surtout très habile, capable de comprendre et de jouer avec les tensions qui existent entre les divers services de renseignement du Reich. Cet homme a du poids dans la région et il ne faut pas le ravaler au rôle d'un petit agitateur politico-religieux. En 1938, l'Abwehr II, ou contre-espionnage allemand, projette de livrer des cargaisons d'armes au moufti via l'Arabie Saoudite et l'Irak. Les transferts seront annulés devant les vives protestations des Britanniques, mais Amin el-Husseini touchera une somme de 800 livres de l'Abwehr.
Le Reich n'a pas, en réalité à cette date, d'intérêt politique dans cette région du globe. Il laisse les coudées franches à son allié italien, dont les agents secrets, ceux de l'OVRA, travaillent activement à monter dans tout le Proche-Orient et particulièrement en Syrie les esprits contre la France. Le gouvernement allemand s'intéresse néanmoins à une région jouant un rôle de carrefour et ayant une réelle importance sur le plan économique et culturel. Il s'agit bien sûr de la Mésopotamie. Le gouvernement allemand souhaite évidemment participer à l'exploitation du pétrole, assurer la sécurité de ses lignes aériennes et continuer ses fouilles archéologiques, le tout en bonne intelligence avec son allié italien. Il fait donc preuve de la plus grande circonspection et se contente d'assurer verbalement les peuples de la région de son appui et de sa sympathie afin d'affaiblir les positions britanniques. Depuis de longues années, l'Italie soutient en effet financièrement les activités du Grand Moufti. Le comte Ciano, personnage majeur du régime fasciste italien, l'a d'ailleurs admis lors de son entretien avec l'ambassadeur d'Allemagne en Italie, Hans-Georg von Mackensen, fils du héros de la Grande Guerre, le maréchal August von Mackensen. Ciano précisait en effet que les sommes versées, quelques millions de lire, n'étaient pas considérables et ne pouvaient représenter un réel soutien à la cause fasciste au Levant. Le Grand Moufti bénéficie aussi de l'aide financière irakienne. Il est considéré dans ce pays comme un héros national et c'est la raison pour laquelle il s'installe à Bagdad le 15 octobre 1939 après avoir quitté le Liban secrètement sans prévenir les autorités françaises. L'Irak, ancien mandat britannique indépendant depuis 1932, est le refuge idéal pour les partisans du panarabisme. Les dirigeants sont anti-britanniques et pro-allemands. Amin el-Husseini aura, durant son séjour en Irak, des contacts avec Franz von Papen, ambassadeur d'Allemagne en Turquie. Sans tenir compte du conflit, le Grand Moufti poursuit sa correspondance avec la délégation italienne et avec les hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères italiens et allemands. Il cherche même à les mettre en concurrence. Après les premières victoires italiennes en Afrique du Nord, el-Husseini contacte les gouvernements italiens et allemands par l'intermédiaire de son secrétaire particulier, Osman Kamal Haddad. Celui-ci rencontre le secrétaire d'État allemand Ernst von Weizsäcker. Il lui fait part du souhait des pays arabes de nouer des relations cordiales avec les puissances de l'Axe. Weizsäcker ne peut rejeter d'emblée de telles avances vu l'importance stratégique de l'Irak. Ce pays producteur de pétrole est situé sur la voie de passage obligée entre l'Inde et l'Égypte. Or, 60 000 à 100 000 hommes des troupes indiennes et britanniques attendent sur l'île de Bahreïn l'autorisation de traverser l'Irak pour se rendre en Égypte. Si l'Irak leur refuse le passage et si les Britanniques doivent faire face en même temps à un soulèvement arabe en Palestine et en Transjordanie, cela allégera la pression sur les troupes italiennes en Afrique du Nord. Haddad affirme aussi que l'Irak est disposé à accueillir des experts allemands et italiens susceptibles de l'aider à défendre sa neutralité et à assurer la sécurité des champs de pétrole contre toute tentative de sabotage de la part des Anglais. En contrepartie, le comité arabe souhaite obtenir des puissances de l'Axe une déclaration et un engagement officiel définissant leur politique vis-à-vis des pays arabes et reconnaissant à la fois l'indépendance complète des pays arabes déjà indépendants et aussi l'indépendance complète des pays arabes sous mandat français, Syrie et Grand Liban, et celle des pays arabes sous mandat anglais, Palestine et Transjordanie. La déclaration engagerait aussi les puissances de l'Axe à reconnaître les simples colonies ou protectorats britanniques comme le Koweït, l'Oman, le Mascate, l'Hadramout, Aden et le Sud-Yémen qui devaient revenir à l'État indépendant du Yémen, celui-ci contrôlant l'entrée et la sortie de la mer Rouge, axe majeur vers le canal de Suez.
Le représentant italien à Bagdad, Luigi Gabrielli, a déjà reconnu par écrit le 7 juillet, sur les conseils de son gouvernement, l'indépendance de l'Irak, de la Syrie, de la Palestine et de la Transjordanie. Mais cette déclaration n'engage pas le Duce lui-même, c'est-à-dire Benito Mussolini. Pour Hitler, il ne faut pas s'engager, et l'allié italien doit, malgré la sympathie qu'il éprouve pour le grand moufti, suivre la même ligne de conduite que l'Allemagne. Mackensen, l'ambassadeur d'Allemagne à Rome, affirme en septembre 1940 au comte Ciano que seule une déclaration verbale aux représentants d'Amin el-Husseini, suivie d'un communiqué diffusé sur les ondes de Radio Berlin et de Radio Bari, est concevable. Weizsäcker, de son côté, communique la déclaration à Haddad, secrétaire particulier du grand moufti, le 21 octobre 1940. Cette déclaration est la suivante. L'Allemagne, qui a toujours éprouvé de l'amitié pour les Arabes, qui émet le vœu qu'ils prospèrent, qu'ils vivent heureux et qu'ils obtiennent la place qu'ils méritent historiquement et naturellement parmi les peuples de la terre, a depuis toujours suivi, avec intérêt, le combat des peuples arabes afin d'acquérir leur indépendance. Les pays arabes qui atteindront ce but par la suite peuvent aussi compter sur la sympathie de l'Allemagne. L'allié italien est en plein accord avec l'Allemagne sur les termes de cette déclaration. Ce discours vague et circonspect déçoit le monde arabe, mais il y a cependant un écho considérable. Il est publié en décembre 1940 dans la presse allemande et arabe et diffusé en langue arabe sur les ondes de Radio Bari et Radio Berlin. 3 semaines plus tard, Amin el-Husseini remercie le Führer dans une longue lettre et lui annonce la venue de son secrétaire privé. Il est chargé de demander des subsides aux puissances de l'Axe pour acquérir des armes, car les sommes envoyées par les Italiens ne suffisent plus à financer son action. En fait, Amin el-Husseini entend régenter entièrement les relations entre les puissances de l'Axe et le monde arabe. Personne, à part lui ou son secrétaire particulier, n'a le droit de les contacter directement, ni les Arabes vivant en Allemagne, ni même ceux de Beyrouth, du Caire ou d'Ankara, nouvelle capitale de la Turquie kémaliste. À la demande de Hitler, son ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop charge le secrétaire d'État Weizsäcker de répondre. Reprenant les grands thèmes de la propagande allemande d'avant-guerre, la lutte contre les Anglais et les Juifs, Weizsäcker donne enfin satisfaction au grand moufti en déclarant que son pays reconnaît, je cite, « l'entière indépendance des États arabes et estime que là où cette indépendance n'est pas encore obtenue, les Arabes sont en droit de la conquérir. » Il ajoute que le Reich est prêt à aider financièrement et militairement les pays arabes amenés à lutter contre la Grande-Bretagne et disposé à leur fournir immédiatement du matériel de guerre à condition que l'on puisse trouver un moyen de transport de ce matériel. Weizsäcker exige la plus grande discrétion de la part du grand moufti. Cette lettre doit rester secrète, même si le gouvernement italien a été mis au courant du contenu de la lettre et l'a approuvée. En effet, selon leurs accords, l'allié italien reste seul habilité à régler les problèmes de la région. Mais l'Allemagne cherche à démontrer fort habilement que, contrairement à l'Italie, elle n'a aucune visée politique au Moyen-Orient. L'évolution de la situation militaire en Afrique, l'entrée en jeu de l'Africa Corps et les enquêtes de Hentich et de Rudolf Roser entraînent une évolution de la politique arabe de l'Auswärtiges Amt, c'est-à-dire des affaires étrangères allemandes. En effet, Ernst Wöhrmann, diplomate allemand qui finira agent double du Foreign Office anglais, estime que faire des déclarations favorables aux populations arabes permet à son pays de s'implanter solidement dans une région qu'il pourra, en profitant de l'hostilité des Arabes envers la Grande-Bretagne et l'Italie, dominer dans un proche avenir. Pour préparer le terrain, Wöhrmann suggère certaines mesures. Il faut en effet élargir et diversifier la propagande allemande dans la région
et prendre en considération la proposition de Canaris de mener des actions de sabotage grâce à l'Abwehr contre les intérêts anglais en Jordanie, en Palestine et en Irak. Le grand moufti ne doit pas être considéré comme le seul interlocuteur valable, mais on peut néanmoins l'aider financièrement. 100 000 Reichsmark lui sont versés. La situation politique évolue en parallèle en Irak, où 4 colonels proches du grand moufti et de Rachid Ali al-Jilani prennent le pouvoir en mars 1941. Pour les soutenir, El-Husseini lance même une fatwa, c'est-à-dire une condamnation juridique et religieuse contre les Britanniques à la radio. À Berlin, on espère évidemment un embrasement du monde arabe contre la Grande-Bretagne, et le diplomate allemand, arabophile et linguiste, Fritz Groba, demande de l'aide pour l'Irak. Mais en avril 1941, Hitler a d'autres priorités. Avec la Grèce et le plan Barbarossa contre l'URSS, les Allemands interviendront finalement trop tard. Avant l'arrivée des troupes en Irak, Fritz Groba, Adjamin el-Husseini et al-Jilani se réfugient à Téhéran en Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. Ils sont très bien accueillis par Reza Shah Pahlavi, le Shah ou empereur d'Iran, dans un pays où opèrent déjà de très nombreux membres de l'Abwehr, c'est-à-dire des services de renseignement allemands. Le grand moufti les contacte alors aussitôt et un officier membre de la section 2 de l'Abwehr, spécialiste du sabotage, le major Mar V2, est même affecté à son état-major. Cependant, l'invasion de l'URSS a modifié la situation au Moyen-Orient. À son tour, l'Iran est attaqué par les troupes soviétiques au nord et les troupes britanniques venues d'Irak au sud. Reza Shah, l'empereur de Perse, abdique et le grand moufti est obligé de quitter Téhéran, sa tête étant mise à prix par les Anglais. Il se réfugie alors à Rome où il arrive le 24 octobre 1941. Ses protecteurs, le duce et le comte Ciano, l'y accueillent chaleureusement. Son objectif, déclare-t-il au duce, est l'indépendance de la Palestine, de la Syrie et de l'Irak. L'appui de l'Axe lui est donc nécessaire. En échange, il est prêt à ouvrir un bureau à Rome et à Berlin et à recruter des prisonniers de guerre arabes afin de constituer une légion arabe capable de se battre aux côtés des forces de l'Axe. Il part à Berlin le 6 novembre pour rencontrer Ribbentrop et peut-être Hitler. Côté allemand, on note une évolution politique importante. Le Proche-Orient a dorénavant un rôle conséquent à jouer dans la guerre. L'Allemagne y a des intérêts majeurs, elle doit chasser les Anglais de la région et y assurer solidement son influence. Elle a aussi évidemment besoin du pétrole pour son effort de guerre. Grâce à la volonté des pays arabes, il est peut-être possible d'entraîner dans le conflit l'Afghanistan et l'Iran. Une déclaration germano-italienne sur l'indépendance des pays arabes s'impose. Wurman envisage la constitution d'une fédération arabe avec l'Irak, la Palestine, la Transjordanie, la Syrie et le Liban. Celle-ci s'allierait à l'Allemagne et à l'Italie, qui en échange lui fournirait l'aide financière et matérielle indispensable pour lutter contre l'agresseur britannique. Le 28 novembre 1941, le grand moufti est reçu par Ribbentrop en présence de Fritz Groba. Il promet le soutien des pays arabes à l'Allemagne sur la base d'une déclaration préparée conjointement avec le gouvernement italien. Quelques heures plus tard, il renouvelle ses propositions devant Hitler. Les Arabes sont prêts, déclare-t-il, à participer à la lutte aux côtés des Allemands, non seulement de façon négative par des opérations de sabotage ou des soulèvements, mais aussi de façon positive en constituant une légion arabe qui se battrait aux côtés des troupes allemandes. Les Arabes sont persuadés, ajoute-t-il, qu'une victoire de l'Allemagne serait utile non seulement aux Allemands, mais au monde entier, et par conséquent aussi à la population arabe. Le Moufti envisage aussi une fédération arabe composée d'États indépendants.
Il donne à Hitler des renseignements précis sur la situation géopolitique au Moyen-Orient et lui conseille de contrer la propagande britannique. Hitler se refuse à donner des garanties. Il n'est pas question de promettre l'indépendance aux pays arabes, il sera encore temps de le faire quand les troupes allemandes seront victorieuses. Faire une telle déclaration aurait en effet de graves effets, car en proclamant l'indépendance de pays comme la Syrie et le Liban, on risque de renforcer les éléments gaullistes dans d'autres territoires de l'Empire français. On reconnaîtrait ainsi l'action de la France libre qui venait d'accorder à ces deux États leur indépendance. Hitler tient compte de la position de la France dans sa politique à l'égard du monde arabe. Il n'est pourtant pas hostile au grand moufti dont il admire la roublardise. Ayant les yeux bleus et les cheveux roux, il ne peut s'agir d'un véritable sémite. Mais cette fin de non-recevoir déçoit Amin el-Husseini. En refusant de reconnaître l'indépendance des pays arabes, Hitler renonce-t-il définitivement à leur aide ? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à mettre en commentaire votre avis, et bien sûr à vous abonner, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Nous nous retrouverons dans quelques jours pour la suite de cet épisode.